Les prix, 1,1% de hausse en février. L'épargne, le taux des livrets passe à 7,5%. Échec à Strasbourg, les parlementaires incapables de s'entendre sur les prix agricoles. Football, France-Hollande au Parc des Princes, retransmis à 22h50 sur Antenne 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Beaucoup d'informations concrètes qui intéressent notre vie de tous les jours. Alors certaines sont roses, d'autres moins. Je vous laisse faire le tri. Tout d'abord, la hausse du coût de la vie pour le mois de février, 1,1%. Ce n'est pas un très bon indice, a dit René Monory, le ministre de l'économie. Meilleur quand même, c'était difficile de faire pire que celui du mois de janvier, 1,9%. Meilleur aussi que celui des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour la même période et égal à celui des Allemands de l'Ouest. Une compensation quand même pour les petits épargnants, compensation attendue et réclamée avec un peu plus de véhémence depuis quelque temps. La hausse des taux d'intérêt des caisses d'épargne, 1 point de plus, mais jusqu'à la fin de l'année seulement. Donc 7,5% désormais pour les livrets, qu'ils soient de caisses d'épargne ou du crédit mutuel. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce matin qui, par ailleurs, a entériné un projet qui permet aux familles nombreuses de recevoir 10 000 francs, toute allocation confondue, à partir du 3e enfant. Jean-Marc Ilouz. Première mesure, allocation postnatale. Elles étaient perçues en 3 temps étalés sur 2 ans. Le texte adopté aujourd'hui prévoit leur regroupement en un seul versement perçu par la famille dans le mois qui suit la naissance. Deuxième mesure, à partir du 3e enfant, l'allocation postnatale est majorée. Elle passe d'un peu plus de 2 400 francs à environ 8 000 francs. Une majoration qui porte à près de 10 000 francs par enfant l'ensemble des allocations pré- et postnatales perçues par une famille à partir du 3e enfant. Enfin, autre décision du Conseil des ministres, le taux d'intérêt des livrets A de caisse d'épargne et des livrets bleus du crédit mutuel est relevé de 1%. Il passe donc de 6,5% à 7,5%. Toutefois, ce relèvement ne sera valable que jusqu'au 31 décembre. Question, s'agit-il d'une prime exceptionnelle qui pourra être remise en question ou d'un début d'indexation de l'épargne ? Il ne s'agit pas d'une prime versée, il s'agit de passer les taux d'intérêt des caisses d'épargne de 6,50% à 7,50% à partir du 1er avril, et cela jusqu'au 31 décembre 1980. Le qualificatif d'exceptionnel, c'est parce que nous considérons qu'actuellement la situation de l'environnement international est tout à fait exceptionnelle et que les taux d'intérêt que nous connaissons, particulièrement sur les marchés américains, anglais, entraînent malheureusement dans leur sillage des taux d'intérêt français plus élevés. Et nous avons considéré que pour cette période, les taux des caisses d'épargne, comme les taux du livret bleu du crédit mutuel, sont devenus trop faibles par rapport aux autres taux du marché. Donc nous augmentons de 1 point. Mais si nous l'appelons exceptionnel, c'est parce que si l'environnement est redevenu normal, à ce moment-là, c'est une prime qui disparaîtrait au 31 décembre. Mais son décompte, la façon de le calculer, sera rigoureusement comme les 6,50, sauf qu'on calculera 7,50. À l'occasion de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a évoqué le report du Conseil européen, c'est-à-dire du sommet des 9. Il ne faut pas que ce soit l'occasion, a-t-il dit, d'un nouveau temps perdu, mais d'une préparation soigneuse. Et c'est à cette condition seulement qu'il pourra être utile pour l'Europe. Et le président, d'inviter son ministre de l'Agriculture, a demandé à la Commission de Bruxelles, dès aujourd'hui, la suppression définitive des montants compensatoires monétaires, montants qui frappaient les produits agricoles. Nous allons en parler avec Pierre Megnery, qui se trouve en duplex avec nous à Strasbourg. Mais auparavant, il faut que je vous dise que précisément à Strasbourg, la session extraordinaire du Parlement européen consacrée au même dossier des prix agricoles vient de se terminer sur un échec retentissant. Les parlementaires européens ont été incapables de s'entendre sur un chiffre à proposer au ministre de l'Agriculture. Le ministre français est donc avec nous, Monsieur Megnery. Je vais essayer de me placer à 3 niveaux différents, le niveau des paysans, des consommateurs et de manière générale des Français, tous entiers, des citoyens. Tout d'abord les paysans. Le sommet est un échec, la Commission, en tout cas il est reporté, la Commission termine toujours ses travaux sur des échecs, le Parlement européen, l'Assemblée européenne de Strasbourg, aujourd'hui un échec. Qu'est-ce qui va se passer pour les paysans français? D'abord, les paysans sont inquiets pour 2 raisons. La première, c'est que les coûts de production, ce qu'ils achètent comme produits industriels, augmentent vite, de l'ordre de 10 à 12% minimum. Et les propositions de la Commission d'augmentation des prix qui devraient intervenir le 1er avril ont été vues comme une provocation. 2,4% d'augmentation. Premier point, augmenter les prix agricoles le plus rapidement possible
de façon que les agriculteurs puissent, comme les autres catégories professionnelles et sociales, avoir une chance et une sécurité pour l'avenir. La deuxième inquiétude, c'est l'inquiétude sur le devenir de certaines productions. Le monde agricole a besoin d'une espérance, il a besoin de connaître les orientations de production, et sur le lait, la communauté a un vrai problème. Voilà les deux grandes difficultés du monde agricole. Alors pour ce qui est concrètement des prix, quand est-ce que vous allez réussir à vous mettre d'accord et à quel taux? 8% comme vous le souhaitez, 9% comme le souhaitent les agriculteurs ou 6% comme le souhaite la Commission? J'ai déjà dit qu'il n'était pas possible en 1980 de faire en sorte que les prix agricoles n'augmentent pas au minimum d'environ 8 à 8,5%, je dis bien au minimum, compte tenu de la forte augmentation des coûts de production. Voilà l'objectif. Et il faut l'obtenir le plus rapidement possible. Et seuls les ministres de l'Agriculture fixeront les prix agricoles, personne d'autre ne le fixera à leur place. C'est la raison pour laquelle ces deux journées sont importantes si nous voulons avancer. Alors mettons-nous à la place des consommateurs français qui sont quand même majoritaires dans ce pays. Vous allez augmenter les prix agricoles. Est-ce que vous n'arrivez pas finalement par accélérer cette hausse des prix dont on a vu tout à l'heure en début de journal qu'elle était très importante en France en ce moment? L'an dernier, au mois d'avril, j'ai dit aux consommateurs que les prix n'augmenteraient pas de plus de 8,5%, les prix alimentaires. Les prix alimentaires n'ont pas augmenté plus vite que ce rythme. Par contre, ce qu'achètent les agriculteurs augmente plus vite. Et ils ont le droit, comme les autres catégories professionnelles et sociales, à une certaine garantie. En 1980, je puis dire aux consommateurs que je crains moins pour eux, compte tenu de l'évolution et de la situation des prix agricoles aujourd'hui, que pour les producteurs. Et la politique agricole essaye de concilier les objectifs et l'intérêt des producteurs, mais aussi ceux des consommateurs. Cela ne veut pas dire nier totalement les aspirations de 10% des Français, que dis-je, de 20% des Français, car les agriculteurs font vivre en amont et en aval près de 2 à 3 millions de salariés. Pierre Méhaignerie, oublions un moment les statistiques, oublions les paysans, les producteurs, les consommateurs et pensons aux citoyens, aux Européens, ceux qui croient à l'Europe. L'Europe, c'est une véritable discussion de marchand de tapis en ce moment. Il n'y a rien, il n'y a pas de souffle dans cette Europe que vous nous proposez. Il y a toujours eu des difficultés au moment de la négociation des prix. Les ministres de l'Agriculture ont pris des décisions importantes sur le vin, sur les prix l'an dernier. Il y a cette année plus de convergence entre les ministres de l'Agriculture qu'il n'y en a eu au cours des 4 dernières années. Il y a simplement un vrai problème anglais. Merci Pierre Méhaignerie d'avoir été notre invité. Je vous propose maintenant de rejoindre Bruno Albin, qui n'était pas en liaison avec nous au début de ce journal et qui se trouve donc à Strasbourg pour rendre compte des travaux de l'Assemblée européenne, qui s'est terminé sur un échec aujourd'hui. Simplement un vote qui ne mouille personne. Les députés n'ont pas fait de proposition de hausse pour les prix agricoles pour la campagne à venir. On leur demandait de choisir par exemple entre les 12% réclamés par le Parti communiste français et les 2,5% proposés par les autorités de Bruxelles. Ils se sont bornés de recommander dans des termes plutôt vagues que l'on garantisse un revenu équitable aux producteurs agricoles. Ou plutôt, ils n'ont pas choisi, car on dit ce soir au Parlement européen, certains députés le disent, que si ce vote a été acquis, il a été à l'issue de l'utilisation d'une procédure parlementaire qui ne leur a pas permis de se prononcer sur des propositions chiffrées. C'est possible. Le manque de concertation politique à l'intérieur du Parlement y est aussi probablement pour quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, l'Assemblée européenne de Strasbourg ne sort pas grandie de ce débat agricole et les paysans qui manifestaient ici hier très nombreux sont certainement ce soir particulièrement déçus. Perturbation aujourd'hui à l'EDF et au Gaz de France, une série d'arrêts de travail à Paris et dans plusieurs régions accompagnés de manifestations. C'est la CGT qui avait lancé un mot d'ordre national pour une semaine d'action, avec un temps fort aujourd'hui précisément, mais de ci, de là, on a vu d'autres sections syndicales rejoindre le mouvement. Il y aura le 7 avril une marche sur Paris. Des grèves également dans l'enseignement, demain encore, c'est le SNIC qui appelle les instituteurs de Paris et de l'Essonne à protester contre les fermetures de classes prévues pour la rentrée prochaine. Enfin, cette information un petit peu oxygénante, si je puis dire, avant de passer à l'étranger, la forte diminution de la pollution atmosphérique depuis 7 ans en France, 30% d'oxyde de soufre en moins, a dit Michel Dornano, le ministre de l'Environnement, et 46% d'oxyde de carbone en moins également. L'étranger donc, avec ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, jusqu'alors nous n'avions qu'assez peu d'informations sur la situation à N'Djamena. Nous en savons plus depuis tout à l'heure, depuis l'arrivée à Paris de Français qui fuient le Tchad. Serge Mistret a recueilli quelques témoignages. Je suis missionnaire, le père Cossu, et
C'est une bombe qui m'a éclaté dans le dos, qui m'a cassé les bras et puis les jambes et tout ça. Les combats sont nombreux? Les combats sont nombreux, oui. Est-ce que les Européens sont molestés ou attaqués d'une manière? Les Européens ne sont pas molestés, non, mais il y a une partie seulement qui a pu rentrer. C'est la partie qui se trouve dans le côté Gokuni. Les autres, ils n'ont pas pu rentrer. Et pourquoi n'ont-ils pas pu? Et on n'a pas laissé passer les ambulances et les voitures de l'armée française. Et ils s'énabraient. Ils s'énabraient. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils les conserveraient en otage? Non, 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 pas ça. Mais paraît-il, aux dernières nouvelles que j'ai eues à Douala, que ceux qui voulaient partir, quitter la place où étaient s'énabrés, on ne les molestait pas. Que font les troupes françaises qui sont là-bas? Rien. Rien. Ils ont essayé de sauver seulement les Européens qui étaient en danger. Quelle est l'attitude des Tchadiens vis-à-vis des Français? Aucun problème. Alors pourquoi partez-vous? Aucun Français n'a su... Parce que les obus nous tombent sur la figure. Les obus tirés par qui? Les obus soviétiques. Les armes actuellement en présence à Djamena, ce sont les Kalachnikov, Ork de Staline et canons de 106 que nous recevons assez régulièrement. Alors, je vous rappelle le numéro du Quai d'Orsay pour tout renseignement concernant les ressortissants français au Tchad. Vous le voyez, le 550 34 60. Afghanistan, là aussi un témoignage de la Fédération internationale des droits de l'homme, dont l'un des observateurs revient de Kaboul. Les soviétiques ont assisté à des séances de torture ou bien ont été parfaitement informés de certains massacres commis dès l'installation du régime communiste en Afghanistan il y a 2 ans. La Fédération des droits de l'homme confirme par ailleurs que des gaz toxiques sont employés depuis le début du mois par l'armée soviétique et le témoin évoque enfin le chiffre de 600 000 réfugiés déjà au Pakistan. Colombie, Amnesty International sollicite pour une médiation dans l'affaire des otages de l'ambassade américaine. Amnesty International est donc sollicité. Le reste de l'actualité à l'étranger avec la victoire assez surprenante d'Edward Kennedy aux primaires de l'État de New York. Et puis, tout d'abord, les suites de l'assassinat de Monseigneur Romero, l'archevêque de San Salvador, assassinat qualifié ce matin d'odieux par Valéry Giscard d'Estaing. Après le meurtre lundi de Monseigneur Romero, l'inquiétude demeure à San Salvador. Venus de tout le pays, des milliers de personnes se sont recueillies devant la dépouille de l'archevêque dont les funérailles auront lieu dimanche. À l'étranger, beaucoup de réactions. Le pape Jean-Paul II notamment a qualifié de sacrilège l'attentat qui a coûté la vie à Monseigneur Romero. Il s'agit en effet, a ajouté le pape, d'une atteinte à la dignité de la personne. Kurt Waldheim et nombre de chefs d'État ont également dénoncé le crime perpétré contre l'homme qui s'était fait l'éloquent avocat des pauvres. 59% des voix à Ted Kennedy hier dans l'État de New York contre 41% à Jimmy Carter. La dynamique électorale est-elle en train de se retourner aux États-Unis? L'électorat noir et surtout juif a opté pour Ted Kennedy. Mais 26 États n'ont pas encore voté pour ces primaires qui doivent aboutir à désigner le candidat des démocrates aux élections de novembre prochain. De plus, malgré les scrutins de New York et du Connecticut hier, Jimmy Carter compte toujours 2 fois plus de délégués à la convention que son rival. Pourtant, l'effet psychologique a été créé et aujourd'hui, Ted Kennedy est reparti en campagne avec une ardeur nouvelle. Le nombre des accidents de la route en augmentation l'année dernière, nous apprend aujourd'hui la gendarmerie nationale. 12 480 morts sur la route en 79 et 250 000 accidents en tout. C'est donc l'équivalent de toute une ville comme Salon de Provence qui a disparu l'année passée dans ces accidents. Des chiffres qui donnent à réfléchir bien sûr à la veille des grands départs en vacances de Pâques. 2 500 000 personnes partiront cette année et beaucoup par la route. François Cornet détaille maintenant pour vous ces statistiques. Le trafic a augmenté l'an dernier de 3% par rapport à 78. Dans le même temps, le nombre des tués a progressé de près de 3% et celui des blessés de 2,5%. Les accidents sont 5 fois plus meurtriers en race campagne qu'en zone urbaine. En 1979, malgré une surveillance renforcée du réseau, la cause principale des accidents reste encore la vitesse. C'est la vitesse depuis 10 ans, depuis 15 ans, et c'est encore la vitesse avec un pourcentage très important, 36% sur autoroute et 28% sur route. Donc la vitesse est pour nous la cause principale des accidents, oui. Week-end, grand départ ou retour de vacances restent les jours les plus meurtriers sur route ou autoroute.
Les deux roues en ville sont de plus en plus impliqués dans les accidents. Les jeunes conducteurs, cependant, ne sont pas plus dangereux, selon les statistiques, que les autres usagers. Rappel du bilan 79 sur les routes, 12 480 tués et 350 000 blessés. Tenez, un accident de la route qui aurait pu avoir des conséquences très graves. Hier, dans les Bouches-du-Rhône, un camion qui transportait des matières radioactives a percuté une camionnette et un autre poids lourd avant de basculer dans le fossé. Il n'y a pas eu de fuite radioactive grâce à l'efficacité des systèmes de protection. Et il faut dire que le transport de ces matériaux dangereux est régi par une réglementation draconienne. L'enquête de François Cornet et de Jean-Louis Boussert. Ralenti d'une épreuve de résistance au choc d'un emballage de transport de matières radioactives. Sur la plateforme d'un camion aux États-Unis roulant à 140 km/h, cet emballage, couramment dénommé château, pèse une vingtaine de tonnes. Après le choc contre un mur de béton, la cabine du camion et la partie avant de la plateforme sont pulvérisées. L'emballage, lui, est intact. Deuxième essai. La plateforme est immobilisée, cette fois à travers une voie ferrée. Une locomotive, propulsée à grande vitesse par une fusée, percute la plateforme. Le château n'a pas subi de dommages. Troisième épreuve, le château est arrimé sur une locomotive. Cette fois encore, après le choc, il est intact. Est-ce que vous pouvez assurer à 100% qu'il n'y aura jamais d'accident de produits radioactifs durant le transport? On ne peut jamais garantir une sûreté absolument à 100%. Mais ce qu'on peut dire, c'est que on est arrivé à un degré de sûreté dans le transport de matières radioactives qui est probablement un des plus grands dans toutes les activités industrielles et certainement le plus grand dans tous les transports et en particulier dans tous les transports de matières dangereuses. En France comme à l'étranger, le transport des matières radioactives est l'une des objections les plus fréquemment mises en avant face au développement de l'énergie nucléaire. Chaque jour, des châteaux transportant des combustibles irradiés depuis les réacteurs de Chinon ou Saint-Laurent-des-Eaux vers les usines de retraitement comme La Hague circulent sur routes, rails ou voies maritimes. Ces transports sont soumis à une réglementation unique, applicable à l'échelle mondiale et basée sur un principe essentiel, sûreté des emballages, adaptée aux risques potentiels de la matière transportée. Résistance au choc, au feu, l'épaisseur des tôles d'acier et la plasticité du plomb de protection rendent également les châteaux pratiquement invulnérables à des actions de commando, comme au tir de bazooka par exemple. Le risque du transport, comme du conditionnement des châteaux dans les centrales nucléaires, font l'objet d'une vigilance constante afin d'éviter ce qui est devenu pour les techniciens de la routine. En 20 ans d'expérience, aucun accident entraînant une irradiation de ces produits. Malgré toutes ces précautions, peut-on craindre un jour un accident réel avec des conséquences radioactives? C'est improbable, répondent les spécialistes. Malgré l'augmentation du nombre des transports due au développement de l'énergie atomique, cette augmentation, selon eux, ne sera pas considérable et ils citent l'exemple des combustibles irradiés, significatif à cet égard. 215 châteaux transportés en France en 1974, il y en aura 300 en 1985 et 1 millier de transports annuels en l'an 2000. La sûreté dans le transport nucléaire, obtenue au fil des années par un effort permanent, ne pourra être maintenue dans l'avenir que par une vigilance sans faille. Le seul risque, si l'on en croit les spécialistes, ne serait donc que la routine. Pour la première fois, un programme spatial va essayer d'être rentable sans être financé par le contribuable. C'est la société Ariane Espace qui a été créée pour cela aujourd'hui à Paris. Elle regroupe une cinquantaine d'actionnaires représentant les principales banques et sociétés concernées par cette aventure scientifique, mais aussi, vous allez le voir avec Georges Leclerc, économique. Ces crochets qui libèrent lentement, très lentement la fusée Ariane, c'est un symbole. Un symbole, celui du passage de la conquête spatiale épopée du XXe siècle aux applications de l'orbite terrestre avec tous les services qu'elles peuvent rendre, météorologie, télécommunications, ressources de la terre, agriculture, recherche des minerais, etc., etc., etc.
Tout cela, la fusée Ariane, dans cette envolée magistrale de Noël dernier, nous le promet. En quelque sorte, on peut dire que maintenant, on a fini de payer pour aller dans l'espace. Avec la nouvelle société Ariane Espace à vocation commerciale, c'est cette fois-ci l'orbite terrestre qui rapportera de l'argent. Enfin, cela, ce sont les prévisions, car il reste encore 3 prototypes à lancer cette année et 6 fusées de pré-série entre 1981 et fin 82. Alors seulement, Ariane Espace prendra en main la fusée et ses clients. Déjà, les structures se mettent en place et l'espoir de trouver 30 à 40 satellites d'ici 10 ans grandit. Nous avons confiance dans la fusée Ariane, à tel point que nous avons réussi à inspirer confiance à d'autres, puisque nous avons réussi, je vous le rappelle, à vendre Ariane en dehors de l'Europe avant qu'elle ait volé. Donc nous avons une confiance basée sur les excellentes équipes industrielles qui participent à ce programme et sur les résultats des essais au sol qui remontent à plusieurs années et qui ont construit progressivement cette confiance. Il est nécessaire pour commercialiser la fusée Ariane de constituer cette société tout de suite et aujourd'hui, parce que le cycle de production d'un lanceur est long, c'est de l'ordre de 3 années. Entre le moment où vous le décidez et le moment où il vole. C'est ça, entre la décision de la commande et puis le moment du vol. Et pour assurer les lancements en 1982, 1983, 1984, il faut actuellement préfinancer cette production, contacter les clients, négocier les contrats. Et en fait, Ariane Espace doit être opérationnel dès cette année pour assurer des lancements en 1983 et peut-être d'ailleurs en 1982 si les perspectives commerciales se présentent favorablement. Actualité judiciaire. Le journaliste Philippe Alexandre a été condamné aujourd'hui à 1500 francs d'amende. Il était poursuivi en diffamation par les dirigeants du RPR qui obtient chacun le franc symbolique. Sur RTL, Philippe Alexandre avait fait état de confidences selon lesquelles les dirigeants de RPR étaient responsables du déclenchement de l'affaire Boulin. Alors au-delà de l'aspect politique des choses, il y a un prolongement déontologique très intéressant pour les journalistes, Paul Lefebvre. Oui, dans cette affaire, Philippe Alexandre était coincé entre la diffamation et le secret professionnel. Un secret professionnel qui, je vous le rappelle, n'est pas officiellement reconnu aux journalistes français, mais que les journalistes français respectent tout de même, du moins dans leur majorité. Pour prouver sa bonne foi, reconnu le président Zakin, Philippe Alexandre aurait dû violer ce secret. Il ne l'a pas fait, donc il ne pouvait rien prouver, donc il a été condamné. Alors le procès du chroniqueur de RTL est l'exemple parfait des responsabilités, mais aussi des risques des journalistes français. Cela peut se résumer ainsi, ce n'est pas tout de savoir, il faut encore prouver. Alors le président Zakin, dans ses attendus, nous a donné un conseil et un truc. Le conseil, un journaliste conscient de ses responsabilités doit agir avec circonspection. Circonspection en dictionnaire, prudence et retenue. Le truc, lorsqu'un journaliste a une information qu'il croit être la vérité, il doit l'énoncer comme une hypothèse de vérité. On va essayer de garder donc le conseil et le truc. Alors puisque nous avons évoqué à travers ce procès les affaires politiques, en bref quelques télégrammes. Tout d'abord les journées parlementaires du RPR, précisément à Saint-Raphaël, ouvertes ce matin par Claude Labbé qui a eu ce mot. Les choix sur la participation distingueront les gaullistes identiques des faux monnayeurs. Et de fait, le ministre du Travail, Jean Matteoli, a été cet après-midi, m'a dit Daniel Brem, interrogé sans concession sur ces projets de participation. Et puis l'entretien de François Mitterrand dans La Croix avec ces petites phrases qui feront date. Giscard reste l'homme d'un clan, d'une caste et d'une classe. Son bilan, c'est 6 ans de surplace, la danse du ventre devant le veau d'or. Et merdre, disait Ubu. Ça, c'est François Mitterrand qui le dit. Voilà pour le président. Pour Georges Marchais, sa bande des trois, eh bien, quand il le veut, dit toujours François Mitterrand, Marchais est un comique irrésistible. Enfin, François Mitterrand a répondu à la question sur un possible mi-ticket Mitterrand-Rocard au sein du PS. Il s'est contenté de répondre que cette expression américaine n'avait pas dans nos institutions de traduction française. 2 terroristes sont morts, victimes de l'explosion de la voiture qu'ils étaient en train de piéger dans le Pays Basque, à Bayonne. Cette voiture appartenait à la femme du sous-préfet de cette ville et l'on apprend ce soir que l'un des 2 hommes appartenait à un groupement autonomiste basque. Roland Barthes est mort cet après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'écrivain et philosophe avait été victime d'un accident de la circulation voilà 1 mois. Il avait 64 ans. Il s'était illustré par ses ouvrages sur l'écrit moderne et sur la communication. Bernard Pivot l'avait reçu pour apostrophe. Roland Barthes présentait son livre « Fragment d'un discours amoureux », un livre qui a connu un large succès. Et dans le passage que vous allez voir, il expliquait d'un point de vue sociologique les rapports entre sentimentalité et sexualité. Nous l'écoutons.
Je prétends que un sujet, je dis bien un sujet pour ne pas prendre parti à l'avance sur le sexe de ce sujet, n'est-ce pas? Mais un sujet amoureux, eh bien, aura effectivement beaucoup de mal à vaincre l'espèce de tabou de la sentimentalité, alors que le tabou de la sexualité, aujourd'hui, se transgresse très facilement. Parce qu'être amoureux, c'est être bébête. Oui, c'est ce que le monde croit. Le monde attribue au sujet amoureux deux qualités ou deux mauvaises qualités. La première, c'est souvent d'être bête, effectivement. Il y a une bêtise de l'amoureux, et que lui-même ressent d'ailleurs. Et il y a aussi une folie de l'amoureux. Alors ça, les dictons populaires le disent abondamment. Seulement, c'est une folie sage, n'est-ce pas? C'est une folie qui n'a pas la gloire de la grande folie transgressive. Alors nous le voyons, Jean-François Kahn, Roland Barthes était passionné par tout, il parlait de tout, on l'a vu au cinéma dans des rôles récemment, c'était quand même pas un touche-à-tout. Apparemment c'est un touche-à-tout, mais oui, il s'est occupé, il a écrit sur la mode vestimentaire, les cravates ou je ne sais quoi, il a écrit sur le catch, il a écrit sur Racine, il a écrit sur Michelin, il a écrit sur la photographie, il a écrit sur le cinéma, il a écrit sur le Japon, donc c'est un touche-à-tout. Mais en fait, il y a une unité. C'est qu'en fait, Roland Barthes, tenez, son dernier livre, sur le discours amoureux, sur le langage de l'amour, eh bien en vérité, Roland Barthes a toujours écrit sur le langage. Mais il se trouve que sa cravate, notre cravate, c'est une façon de parler, c'est une façon de s'exprimer, la mode. La moto, c'est une façon qu'a une société de s'exprimer. Le cinéma, évidemment, la photographie aussi. C'est-à-dire qu'au fond, Roland Barthes est un homme qui a passé son temps à traquer les signes par lesquels une société, une collectivité s'exprime, exprime des sentiments diffus, confus, même si on n'a pas conscience. En ce sens, c'était un très grand journaliste. D'ailleurs, il était le maître d'une science qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire la science des signes. Et alors, évidemment, ça a été aussi un très grand critique littéraire. Parce que le même phénomène, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? Une œuvre, c'est ce par quoi un écrivain s'exprime. Et ce que Roland Barthes a montré, c'est qu'il y a au fond dans une œuvre littéraire, il y a trois niveaux. Il y a la langue. Bon, Racine écrit en français, Shakespeare écrit en anglais. Ça, c'est la langue. Il y a le style. Ça, c'est le résultat de leur technique, de leur talent. Mais entre le style volontaire, hein, on le contrôle, et la langue, il y a un troisième niveau qui est l'écriture. Et l'écriture, il disait, c'est le lieu du politique au sens large. C'est-à-dire que l'écriture, c'est ce par quoi s'exprime, même si l'écrivain n'est pas conscient, ce qu'il est socialement, sa culture, son origine, sa classe sociale, la société qui l'environne. Et même s'il écrit quelquefois quelque chose, parce que ça va de soi, je sais pas, dans une pièce de Racine, retirons-nous dans nos appartements, ou une phrase qui va de soi, ben non, ça va pas de soi, dit Barthes. Même s'il dit que ça va de soi, c'est louche, il y a quelque chose qui s'exprime par là-dessous. Parce que chaque mot est disséqué. Alors, en plus, ce qui est formidable chez Barthes, c'est que c'est un homme qui a écrit des choses très mathématiques, très froides sur le style, et qui en même temps a fait des véritables hymnes à la beauté du style. Mais si vous voulez, pour conclure, c'est un homme très important, qui exprime, je crois, le génie de notre époque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a des époques qui s'expriment par le théâtre. Hein, vraiment, c'est ce qui a fait de mieux. D'autres par le roman, par exemple, les années 50, Mauriac, Camus, etc. Mais je pense que les années 60, la France, le génie culturel de la France s'est exprimé par le discours sur le discours en marge. On s'apercevra sans doute qu'on n'a pas produit de très grands romans, peut-être pas, ou de grandes pièces. Ce qu'on a produit de mieux, c'est une façon d'expliquer ce que d'autres avaient dit ou ce qu'avaient fait, et en l'expliquant, de leur faire dire mieux et autre chose, de dynamiser un discours ancien. Football, dans quelques instants au Parc des Princes, l'équipe de France va rencontrer celle des Pays-Bas, un match amical beaucoup plus important qu'il n'y paraît, d'abord parce que les Hollandais ont été les finalistes malheureux, vous le savez, des 2 dernières Coupes du Monde, ensuite et surtout parce que la France et les Pays-Bas figurent dans la même poule qualificative pour la prochaine Coupe du Monde en 82 en Espagne. Vous pourrez suivre ce match en différé après le dernier journal qui vous sera présenté par Hervé Claude aux alentours de 22h50. Il y a eu un tiercé, ou plutôt il y aura un tiercé demain à Auteuil dans le prix André Masséla. Voici les pronostics de Piat Brest. Tout d'abord le 6, le 4, le 3, le 7, le 11, le 13 et pour finir le 2. Et puis, comme chaque mercredi, les résultats du loto. Pour gagner, il fallait le 4, il fallait jouer le 4, le 10, le 18, le 35, le 41
et le 46 avec comme numéro complémentaire le 27. Voilà, pour terminer la météo, aujourd'hui le temps a été variable sur à peu près toutes les régions. Il a plu sur les côtes atlantiques. Demain, le temps sera très doux pour la saison, mais le ciel restera quand même, comme vous le voyez, couvert sur l'ensemble du pays, à l'exception de l'ouest et des régions méditerranéennes qui connaîtront de belles éclaircies. En fin de soirée, le beau temps reviendra, je vous l'ai dit, sur la Bretagne et la Normandie. Demain, n'oubliez pas à 12h45, Antenne de midi, qui sera présentée par Patrick Lecoq, avec comme invité Jean-Luc Lagardère, le PDG de Matra et d'Europe numéro 1. Ce journal est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain 20h, si vous le voulez bien.